Donc voilà ce qu'on est venu voir. Derrière moi se trouve le porte-avions USS Intrepid, un porte-avions de la classe Essex qui a été lancé en 1943 et qui est depuis devenu un bâtiment musée qui abrite de très importantes pièces de l'US Air Force et de la Navy. Et notamment, une des pièces qui nous intéresse le plus, bien sûr, c'est la navette spatiale que l'on va voir et qui se trouve dans le pavillon que vous voyez derrière moi. Elle est cachée et donc on va être obligé de rentrer à l'intérieur et de découvrir un petit peu tous ces mystères. Donc la visite commence à l'extérieur puisque nous sommes juste sous un nouveau Concorde, un Concorde de British Airways ce coup-ci et pas d'Air France. Bon, rien de particulier, c'est un Concorde comme les autres et visiblement ils sont un petit peu répartis aux quatre coins du pays. Allez, c'est parti pour la suite. Et désolé si je tremble pas mal pendant cette vidéo, mais en fait je viens de boire un café et ça me fait trembler. Voilà, donc désolé pour le mal de mer, pour ceux qui en ont un petit peu assez de me voir trembler comme un fou. Alors me voilà dans un modèle de la capsule Gemini. Voilà, c'est un petit peu, c'est pas super confortable on va dire. Et il faut savoir que l'USS Intrepid était un bateau qui était censé rapporter les capsules Gemini et Mercury quand elles revenaient de l'espace. Et notamment ils ont rapporté la capsule Gemini 3. Qui était la mission Gemini de John Young et de Gus Grissom. Donc John Young qui s'est posé sur la Lune durant Apollo 16 et Gus Grissom qui est malheureusement mort dans l'incendie d'Apollo 1 mais qui aurait probablement été l'astronaute à se poser le premier sur la Lune s'il n'était pas décédé durant cet accident. Donc voilà, l'USS Intrepid a aussi sa part d'histoire dans le spatial et c'est notamment pour ça qu'il abrite la navette qu'on va aller voir tout à l'heure. Ça fait rien du tout. Évidemment, ça fait rien du tout. Je sais pas à quoi je m'attendais. Donc voilà, ici on peut voir le modèle d'une capsule avec sa grue, puisque c'était de cette façon-là qu'elles étaient ramenées à bord de l'USS Intrepid, ensuite mises sur le pont, et les astronautes étaient ramenés comme ça à terre après avoir effectué leur vol dans l'espace. Donc comme toutes les capsules américaines se sont toujours posées en mer, il fallait forcément des bateaux pour ramener les astronautes et l'USS Intrepid a fait partie de ces bateaux. Alors ici, il propose aussi de nous entraîner à la manipulation d'objets comme les astronautes, donc je vais essayer de le faire un coup et vous montrer à quel point je suis absolument nul à ce genre de jeu. Alors donc voilà, il s'agit d'une glove box un petit peu comme ce qu'ont les astronautes dans l'espace sur la Station Spatiale Internationale. On prend le gant, j'ai raté la balle. Je vais essayer de la choper avec l'autre gant qui est évidemment rentré à l'intérieur. Alors, hop, j'essaie de choper la balle et de l'envoyer dans un trou qui est sous la vitre. Et, raté, attention, et, raté encore. Allez, j'essaye encore un coup. Allez, une dernière fois parce que ça m'énerve. Je vais essayer de l'envoyer dans le trou numéro 1, ça a l'air plus simple, il est plus gros. Attention, 1, 2 et 3. Ok, et ben je suis vraiment nul à ça. Ok, bah l'essai n'était pas très concluant. Je pense que le fait que je n'ai pas beaucoup d'ambition pour devenir un astronaute, finalement, est peut-être une bonne chose quand je me rends compte à quel point je suis mauvais pour ce genre de choses. Alors, on se trouve maintenant sur le pont de l'USS Intrepid et derrière nous se trouve un avion assez particulier dont vous reconnaissez peut-être le profil puisqu'il ressemble au SR-71 Blackbird qu'on avait vu au Smithsonian Institute. Mais c'est la version d'avant, c'est un A-12 qui est un petit peu l'ancêtre du SR-71 et qui a été fabriqué donc avant, et on peut voir que ces lignes aérodynamiques
font penser à la fois au SR-71 mais aussi un peu au F-117 Nighthawk qui était l'avion furtif, le bombardier furtif qui a précédé le B-2. Alors Stardust c'est une chaîne espace bien sûr, mais il y a des avions quand même qui valent le détour. Et là derrière moi il y a dans ce musée le F-14 Tomcat qui a été popularisé notamment par le film Top Gun et évidemment Tom Cruise qui était la star de l'époque. Le film était tellement populaire que l'Air Force a carrément installé des stands pour recruter les gens directement dans les cinémas. Donc voilà, ça c'est un petit morceau d'histoire de l'armée américaine qui a réellement marqué les esprits. Alors je ne suis pas certain de mon coup, mais parce qu'il n'y a pas de pancarte qui indique ce que c'est, mais j'ai de forts soupçons quant au fait que l'avion qui se trouve derrière moi soit un T-38, c'est-à-dire les petits avions, les petites jets en fait de l'armée que les astronautes utilisaient pour se déplacer d'un centre de la NASA à l'autre, notamment de Houston à Cape Canaveral avant d'être lancés dans l'espace. Donc voilà, les astronautes ont utilisé de nombreux véhicules, les corvettes et les petits vans pour aller jusqu'au pas de tir, mais les T-38 c'était ceux qu'ils utilisaient pour de plus grandes distances. Et évidemment, c'était eux qui les pilotaient et il y en a même qui se sont tués avant d'avoir la chance de voler dans l'espace. Nous voici donc devant la troisième et dernière navette spatiale de notre voyage, Enterprise. Alors Enterprise, pour la petite histoire, la NASA avait créé plusieurs modèles de test, deux qui s'appelaient OV-101 et OV-99 selon la dénomination de la NASA. Alors OV-101 était censé s'appeler Constitution et OV-99 était censé s'appeler Challenger, et celle qui était censée prendre l'air et aller réellement dans l'espace, c'était la navette Constitution. Alors les fans de Star Trek se sont liés et ont fait un lobbying intense au Congrès américain pour que cette navette spatiale, la première à voler, s'appelle Enterprise, du nom du vaisseau amiral de la série Star Trek. Cela leur a été accordé et cette navette a donc été nommée Enterprise. Mais entre-temps, la NASA, ironiquement, s'est rendu compte que c'était moins cher d'habiliter OV-99, donc Challenger, pour voler dans l'espace plutôt que Enterprise. Et donc Enterprise, ironiquement, est une navette qui n'a jamais volé dans l'espace. Donc vous pouvez voir derrière moi, la navette est fournie avec son aileron de stabilisation à la queue. Enterprise a effectué 5 vols libres, 5 vols de test où elle se séparait de son avion transporteur qui était un Boeing 747 et elle allait planer pour tester les propriétés aérodynamiques en vol de la navette spatiale. Alors on remarque très bien en regardant les tuiles en fait qu'elles sont bien différentes de celles des autres orbiteurs, puisque Enterprise n'a pas été conçu pour revenir de l'espace et faire une rentrée atmosphérique. Et vous voyez ici que même les RCS, qui sont ces petites tuyères qui propulsent du gaz qui servent à orienter la navette dans l'espace, sont factices. Ce ne sont même pas des trous, ils ont juste été mis là pour conserver les propriétés aérodynamiques d'une navette spatiale, mais ils n'ont jamais servi. Alors le fait de pouvoir marcher sous la navette nous permet d'admirer la complexité du mécanisme des pneus, qui étaient en eux-mêmes des merveilles de technologie, étant donné qu'ils devaient pouvoir garder leur pression malgré le fait d'être dans le vide de l'espace. Et la trappe que vous voyez sur une navette qui volait réellement dans l'espace s'ouvrait après la rentrée atmosphérique, ce qui était plutôt risqué car ça créait de fait une brèche dans le bouclier thermique de la navette. Et c'était quelque chose dont il fallait tenir compte pour la rentrée atmosphérique pour que tout cela se passe en toute sécurité. Et comme vous le savez, je vous l'avais montré, les pneus étaient fabriqués par Michelin. Alors sous la navette au musée de l'USS Intrépide, on trouve aussi une capsule Soyouz qui a volé dans l'espace. Une capsule Soyouz, comme il en existe des dizaines, et comparer la taille de la capsule à l'immense navette qu'on a derrière nous donne juste le vertige.
Faut savoir que le Soyouz est actuellement le seul moyen qu'ont les astronautes d'aller sur l'ISS, alors que les navettes spatiales ne volent plus depuis 2011, ce qui est assez ironique quand on pense que les Américains sont censés avoir gagné la course à l'espace, mais ne sont pas capables aujourd'hui d'envoyer des hommes là-haut. Alors ce vaisseau Soyouz qui est vraiment revenu de l'espace, hein, comme il en existe plusieurs dizaines, est un vaisseau bien sûr fait pour 3 personnes, là où la navette spatiale pouvait en abriter 7. Et c'était pas vraiment une partie de plaisir d'être là-dedans. Alors au-dessus du Soyouz, normalement il y a un module orbital qui là évidemment s'est détaché puisqu'il n'est pas ramené sur Terre, mais qui donne un tout petit peu plus de place aux astronautes pour travailler dans ces conditions. Donc ici sur le côté du Soyouz, on voit très bien la trappe d'où se déploie le parachute une fois revenu dans l'atmosphère de la Terre. Voilà un Harrier, un jet à décollage vertical, décollage et atterrissage vertical britannique. Alors sur ce porte-avions on trouve aussi plein d'hélicoptères. Voilà un des plus connus, un hélicoptère de la guerre du Vietnam, un Bell Iroquois que vous reconnaissez peut-être pour l'avoir vu dans la plupart des films qui parlent du Vietnam et notamment la scène mythique d'Apocalypse Now de l'attaque des hélicoptères sur le village avec Wagner à fond. On trouve aussi un modèle du F-16 qui est le petit frère du F-15, la version moins chère mais plus agile. Comme vous pouvez le voir sur ces images, certains avions avaient la propriété de pouvoir avoir les ailes repliées. Comme ça, ils prenaient moins de place dans les porte-avions et c'est une pratique qui est toujours relativement répandue de nos jours. Bon bah voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Quant à moi, je vais quitter le musée et je vais bientôt rentrer en France de fait. Donc mes aventures américaines sont bientôt finies. Je tenais à remercier Vicnet pour le travail énorme qu'il fait. Je vous encourage à vous abonner d'ailleurs à sa chaîne parce qu'il fait toujours du boulot de très très grande qualité. Et je vous dis à très bientôt, peut-être en France pour d'autres aventures. Allez, c'était Paul en direct des États-Unis et je vous dis à bientôt et surtout restez la tête dans les étoiles. Ciao.